Gilles Helguera, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de la 9e circonscription des Français de l'étranger, qui sont les pays du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest. Alors le président Emmanuel Macron reçoit le 13 janvier, cet après-midi, ce soir, ses homologues sahéliens de la force les dirigeants du G5 Sahel pour un sommet de clarification sur l'engagement de nos troupes à travers le dispositif Barkhane et aussi des troupes sahéliennes. Quels sont les enjeux de ce sommet ? Je crois que le président de la République l'a bien expliqué il y a à peu près 2 mois, quand il y a un moment où il faut, dans une relation, savoir remettre les choses à plat et se dire les choses, parce que vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux, les différentes interventions des uns et des autres sur les plateaux de télévision, il y avait une sorte de doute qui s'était installé. Le doute sur la relation. De doute sur la relation, mais surtout sur la volonté de certains pays d'avoir une présence française pour les aider dans leur lutte contre le terrorisme. Et donc il fallait, à un moment, réaffirmer les choses clairement et dire la présence française, ce n'est pas une présence néocolonialiste, ce n'est pas une volonté de la France, elle a été demandée par les États qui risquaient de tomber voilà quelques années. Et si cette présence aujourd'hui de 4500 hommes, mais il n'y a pas que la France au Sahel, il y a de nombreux pays, il y a des forces internationales, donc de réaffirmer que la France qui met autant d'investissement dans cette stabilité est voulue, demandée. Et est-ce que ces États sont prêts à le réaffirmer fortement et peut-être aussi redéfinir ensemble des objectifs. Et c'était l'idée de faire ce sommet des pays sahéliens concernés par la présence française, la présence militaire française. Et donc, je pense que réaffirmer cela de manière très forte, ça évite les malentendus, ça évite toutes les thèses complotistes que l'on peut entendre ci et là et qui nous insupportent ce sentiment anti-français. Moi j'avais entendu ce terme sur le terrain, cette francophobie qui se développe. Et qui développe ce sentiment? Est-ce que ce sont des nationalistes, des activistes, des responsables politiques? Il y a évidemment une composante qui est agissante, très agissante, qui est celle des activistes qui sont contre les gouvernements en place et qui utilisent la France comme un prétexte pour leur lutte électorale interne. Ça, c'est une évidence. Et je ne pense pas que la France ait vocation à servir de marteau avec lequel on frappe son gouvernement. Il y a certainement aussi beaucoup à redire sur les modes de gouvernance de certains pays. Et de ce point de vue-là, la France n'y peut rien et n'a pas vocation à dire si cette gouvernance est bonne ou cette gouvernance n'est pas bonne. C'est à chaque État et à chaque peuple de se prendre en main et de changer ses gouvernants. Alors, vous avez parlé d'objectifs. Parmi les objectifs, on voit bien qu'il y a cette volonté de fluidifier le rapport entre les différentes forces qui se battent sur le terrain, peut-être à travers un commandement conjoint, un état-major unifié. Mais est-ce qu'il y a des objectifs politiques aussi, des objectifs de développement? Il y a une volonté en tout cas qui est clairement affirmée par le haut sommet de notre pays en France, c'est d'accueillir plus de forces internationales parce que la bataille contre le terrorisme au Sahel, c'est la bataille contre le terrorisme en Europe, c'est la bataille contre le terrorisme dans tous les continents du monde. Et donc la France engage tous les pays qui le souhaitent à venir. On parle souvent de forces étrangères qui regarderaient tout cela avec, disons, beaucoup d'intérêt, qu'elles viennent,
parce que la bataille contre le terrorisme ne se vaincra pas uniquement avec Barkhane. Il faut élargir, il faut que l'Union européenne s'engage fortement, il faut que l'ensemble des pays qui ont une capacité militaire viennent, et tout cela avec un seul et unique objectif, c'est le développement de l'Afrique et la stabilité en Afrique. Alors, l'Union européenne est déjà engagée sur le terrain à travers certains contingents militaires. On parle de la mise en place prochaine du dispositif Takuba, qui doit accueillir des forces spéciales européennes qui feront de la formation et de l'appui logistique à des unités d'élite en Afrique. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur la composition de cette force? Quand est-ce qu'elle va se déployer? Et est-ce que l'effort européen est-il suffisant selon vous? Aujourd'hui, clairement, l'effort européen n'est pas suffisant. Et donc, Takuba doit servir de réceptacle à tous les États européens qui veulent s'engager. J'ai entendu plusieurs choses. Je ne pense pas que ce soit à moi de faire ce type d'annonce. Je crois qu'elles vont être faites dans les jours qui viennent, ou elles ont déjà été faites. En tout cas, il faut voir la volonté des Tchèques, la volonté des Estoniens, la volonté des Belges, la volonté des Finlandais, des Danois, des Italiens de s'engager plus fortement dans la lutte contre le terrorisme. Et c'est une bonne chose. Il faut que nous fassions, parce que dans cette bataille, il y a de la place pour tout le monde. Et bien au contraire, je crois que si on est dans une dynamique vertueuse, il faut même élargir en dehors de l'Union européenne cette lutte, parce que c'est une lutte qui nous concerne toutes et tous. Alors, vous parliez de sentiments anti-français. Il y a un sujet qui souvent cristallise les opinions publiques africaines, c'est l'histoire de la monnaie et du franc CFA. Alors, vous étiez récemment avec le président Macron à Abidjan lors de sa visite auprès des autorités ivoiriennes. Il y a eu une annonce importante, la mise en place de cette nouvelle monnaie africaine, l'ECO. Est-ce de nature à un peu faire tomber un peu toute cette hostilité ou ce sentiment anti-français? Si effectivement on devait analyser un petit peu le sentiment anti-français qui se développe dans cette région, d'abord il y a l'histoire, ça on n'y peut rien, on en est pas comptable, mais on en est héritier. Donc il faut faire avec notre histoire. L'histoire de la France dans cette région est pour beaucoup sombre, elle est terrible. Le président l'a dit avec des mots très forts quand il était à Abidjan, que c'était une erreur de la République, que c'était une faute de la République. Et il a même dit pendant sa campagne présidentielle, la colonisation est un crime contre l'humanité. Il avait dit en Algérie. En Algérie. Et donc ça a été dit de manière très forte, reconnu par le président de la République. Maintenant, ce sur quoi on peut agir, c'était effectivement la présence militaire française. Est-ce qu'il faut la développer? Est-ce qu'il faut la retirer et laisser à cette zone l'entière souveraineté, et surtout l'entière, pas souveraineté, elle est souveraine sur son territoire, mais l'entière responsabilité de la sécurisation du combat à la demande des pays? Et c'est ce qu'on va voir, j'espère, dans les jours qui viennent. Nous sommes présents et nous restons. Pour combien de temps? Dans quelle nouvelle configuration? Ça, c'est en train de se régler maintenant. Sur le franc CFA, puisque c'est un des autres points de crispation et qui donnait un peu du grain à moudre à ce sentiment anti-français. Sur franc CFA, on vient de résoudre le problème. La France rend les réserves monétaires qui étaient en France, auprès du Trésor français. Voilà, auprès du Trésor français, et elle les rend à ces pays sans pour autant ne plus lui donner la garantie. Donc elle donne une garantie gratuite, une garantie de stabilité monétaire gratuite. Donc ça, je crois que de l'avis de tous, c'est un acte qui est à saluer, historique. On ne battra plus monnaie. Donc le CFA, c'est fini. Le CFA, c'est terminé. J'entends encore sur les réseaux sociaux que c'est... Non, le CFA est terminé. C'est une annonce historique. C'est fini. Maintenant, libre aux États de la zone
de s'organiser, de voir, de choisir leur monnaie de référence. Apparemment, ils veulent certainement une sorte de panier de devises, comme le dirham, par exemple, le dirham marocain. C'est une bonne chose. Et donc, il faut aller vers cela. Et donc, le CFA, c'est terminé. Que reste-t-il maintenant? Le développement. Le développement, la France, elle, aujourd'hui, je crois que sur la zone sahélienne, nous sommes à 2,5 milliards d'euros d'aide au développement qui est donnée aux pays sahéliens et qui vont être déployés dans les mois qui viennent. On investit dans la jeunesse, on investit dans les infrastructures, on investit dans la santé, on investit dans l'éducation. Enfin, je pense que effectivement, il faut changer de logiciel grâce à une nouvelle génération au Parlement comme à la tête de l'exécutif. Nous sommes en train de le changer, ce logiciel, et j'ai envie de dire qu'il faut qu'on aide au développement de l'Afrique, mais surtout qu'on aide au développement des Africains, parce que c'est le cœur des Africains qu'il faut qu'on reconquiert. Il y a un autre sujet qui fait souvent débat, où il y a des attentes à laquelle la France ne répond pas toujours, c'est la question des visas. Alors la semaine dernière, vous avez été nommé co-rapporteur de la mission d'information parlementaire sur la politique d'attribution des visas avec une autre députée En Marche, Sira Silla. Donc vous allez faire un travail là, dans les mois qui viennent. Que peut-on mieux faire dans la politique d'octroi des visas tout en tenant compte aussi la nécessité de lutter contre l'immigration illégale et puis aussi des impératifs sécuritaires? Absolument. Et le dernier point sur lequel il y a aussi une forme de crispation de la part des Africains à l'égard de la France, c'est effectivement ce dernier sujet que vous venez d'aborder et pour lequel j'ai l'honneur d'être missionné par la Commission des Affaires étrangères, c'est les visas. Les visas, il n'est pas, je crois, une journée, si ce n'est une heure, où on ne reçoit pas avec mon équipe des mails, des demandes, des gens qui nous disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi il y a un peu cette irrationalité dans la politique d'attribution. Et effectivement, j'ai regardé un peu de près, et dans une même entreprise, pour un même déplacement, alors que vous avez un chef d'entreprise et ses équipes, les équipes du chef d'entreprise obtiennent 1 an de visa et le chef d'entreprise qui lui a besoin de revenir, la même entreprise, obtient 3 mois. Pourquoi ? Comment ce logiciel fonctionne-t-il? Pourquoi est-ce qu'on donne 3 mois un an à l'autre? Pourquoi est-ce qu'on refuse? Et je vois la semaine prochaine, je vais aller sur le terrain en Algérie pour essayer de comprendre aussi comment ça fonctionne concrètement sur le terrain et donc aller dans les 3 consulats d'Algérie pour voir comment nos agents font pour délivrer et pour donner telle ou telle durée et surtout pourquoi on refuse. Sur quels critères, sur quels critères on refuse. Alors, demander un visa n'est pas un droit. D'accord, c'est un acte de souveraineté que la France vous accorde pour venir dans l'espace Schengen. On ne vient pas qu'en France, donc il y a aussi des règles communautaires. Il y a énormément d'interlocuteurs et d'acteurs qui interviennent dans ces visas. Et vous l'avez bien dit, il y a aussi une question de sécurité nationale. Sécurité européenne. Donc il faut bien le prendre en considération. Il y a aussi une question de migration. Il faut être certain que les personnes qui viennent en France dans ce cadre-là sont prêtes à repartir dans leur pays d'origine et qu'il n'y ait pas d'immigration illégale. Et puis, je pense par ailleurs qu'il y ait un co-développement qui se fasse et que si c'est un acte touristique, que ce soit perçu et vu comme tel, et si c'est un acte estudiantin, et c'est un acte entrepreneurial, si c'est un acte culturel, et ça. Et il faudrait peut-être qu'on développe un peu plus certainement le suivi de l'attribution, parce que donner un visa et puis après la lumière s'éteint, non, il faut être certain que les personnes repartent et qu'il n'y ait pas peut-être que ça permettrait aussi de changer de regard de notre administration vers les demandeurs de visa. Il faut passer de la méfiance
à la confiance. Voilà, de la suspicion à la confiance. Parce qu'il y a aussi une forme de vexation qui participe à ce qu'on disait tout à l'heure, à ce sentiment anti-français. Il y a cette vexation d'avoir le sentiment de se déshabiller, de se mettre à nu pour avoir le droit de venir en France. Alors que la plupart des gens qui demandent un visa n'ont pas besoin de rester en France ou d'être immigré illégal dans notre pays. Alors, vous l'avez dit, ce sera la dernière question. Vous allez en Algérie prochainement. La France entretient avec son partenaire algérien une relation historique, assez passionnelle, qui fluctue en fonction des présidents. Ça commence souvent bien, ça se dégrade. Comment écrire une nouvelle page dans l'histoire de nos pays, à l'heure où l'Algérie vient d'élire un nouveau président, Abdelmajid Tebboune, et où on se dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire pour améliorer définitivement les relations bilatérales? Moi, quand je parle de l'Algérie, je ressens toujours une forme de tendresse assez particulière et affective assez particulière, parce que vous êtes marié à une Franco-Algérienne. Je suis effectivement marié avec une Algérienne, et puis mes enfants sont franco-algéro-marocains, et donc je viens très souvent en Algérie, et c'est un pays que j'aime vraiment très particulièrement. Et donc j'en parle toujours avec beaucoup d'amour, de tendresse, d'affection, d'amitié, parce que je pense que effectivement il y a aussi dans notre histoire commune entre la France et l'Algérie, nous sommes héritiers, comme je le disais au début, de cette histoire. Il faut qu'on essaie de, peut-être, vous l'avez bien dit, écrire une nouvelle page, une nouvelle histoire. Et le président de la République, Emmanuel Macron, l'a voulu, l'a dit, voilà. J'ai vu, comme vous tous, comme nous tous, j'ai vu le peuple se lever, demander un changement, demander de nouvelles élites, demander plus de démocratie. Donc moi, je suis représentant du peuple. Et en tant que représentant du peuple, je ne peux qu'applaudir et puis aller dans le sens du peuple algérien. Maintenant, cette nouvelle page, je crois qu'elle va s'écrire. Elle est en train de s'écrire, et elle va s'écrire entre les peuples. Entre les peuples. Que ce soit le peuple français ou le peuple algérien. Et je crois qu'il y a en France entre 2 et 3 millions de franco-algériens. Il y a en Algérie, et je les connais, c'est mes concitoyens que je représente à l'Assemblée nationale, il y a à peu près 60 000 franco-algériens. La plupart, ils sont binationaux. Donc voilà, cette histoire, elle est là. Elle est faite de relations humaines, et moi je suis plutôt très positif, et quand je vois la maturité, quand je vois la grandeur du peuple algérien et la manière dont il a géré cette période de hirak, comme on dit, et de transition, moi je dis bravo, et puis et je suis certain que l'Algérie va vers des temps meilleurs, et que la France sera à ses côtés pour cheminer. Monsieur le député, merci. Merci.